On va reparler de ces aspects-là, mais les Ukrainiens ne baissent pas les bras du tout sur le terrain. Il y a toute une série d'images, il serait trop long de toutes les voir ce soir, mais où on voit la volonté de combat ukrainienne. Regardons par exemple ces nouvelles découvertes concernant les drones Dragon. Et là, on est vraiment sur le terrain au sens le plus strict. Ce sont ces drones qui volent à basse altitude. Ils larguent du métal en fusion. Et brûlent à des températures allant jusqu'à 2200 degrés Celsius. Je fais le Il n'existe pas de guerre nucléaire limitée. Aux États-Unis, on évoque souvent la possibilité d'un conflit nucléaire avec la Russie. Certains imaginent que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine ou quelques pays européens et que le conflit resterait contenu. Mais Lavrov a été très clair. S'il y a une guerre nucléaire en Europe, les États-Unis seront touchés. Si des armes nucléaires sont utilisées en Europe, les États-Unis seront une cible. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les infrastructures nucléaires américaines sont vieillissantes. Nos missiles Minuteman III sont largement obsolètes, bloqués dans des silos vieux de plusieurs décennies, avec des systèmes de commandement dépassés. Pendant ce temps, la Russie a modernisé ses forces nucléaires et possède des armes hypersoniques capables de frapper les États-Unis bien plus rapidement que nous ne pourrions réagir. Si la Russie décide de frapper, ce ne sera pas une attaque mineure, ce serait un coup dévastateur. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Le champ de bataille en Ukraine évolue rapidement. Cut Ritter a souvent parlé de cette dynamique et les événements actuels le confirment. Environ 60 drones russes survolent diverses régions centrales de l'Ukraine. Ces zones ne sont pas stratégiques en elles-mêmes, mais dans une guerre, ce n'est pas seulement la localisation des frappes qui compte, c'est aussi l'impact psychologique. Ce que la Russie fait ici, c'est maintenir une pression constante sur l'Ukraine, forçant celle-ci à étendre ses défenses au maximum. Ce ne sont pas des frappes causant des destructions massives, mais l'impact psychologique est énorme. Les civils vivent dans la peur, les soldats sont constamment sous tension et les ressources sont étirées à leurs limites. Même si les attaques d'aujourd'hui n'ont pas causé de pertes majeures, elles maintiennent l'Ukraine dans un état de déséquilibre. L'Ukraine ne reste pas passive pour autant. Elle a lancé ses propres attaques de drones, ciblant des zones comme Bodbonkask et Sabstool. Oui, quelques dépôts de munitions ont été touchés, des incendies ont éclaté et des infrastructures ont été endommagées. Mais ces frappes ne sont pas décisives. Ce ne sont que des piqûres, pas de véritables coups. Ce que nous observons, c'est une guerre aérienne de réciprocité. La Russie envoie des drones, l'Ukraine réplique, mais personne ne porte un coup décisif. C'est plus une guerre d'usure, avec chaque camp utilisant les drones comme des pièces sur un échiquier, sans que l'un ou l'autre ne sache vraiment qui prend l'avantage. On va reparler de ces aspects-là, mais les Ukrainiens ne baissent pas les bras du tout sur le terrain. Il y a toute une série d'images, il serait trop long de toutes les voir ce soir, mais où on voit la volonté de combat ukrainienne. Regardons par exemple ces nouvelles découvertes concernant les drones Dragon. Et là, on est vraiment sur le terrain au sens le plus strict. Ce sont ces drones qui volent à basse altitude. Ils larguent du métal en fusion. Et brûle à des températures allant jusqu'à 2200 degrés Celsius. Je fais le malin parce que c'est Mélina, le chef d'édition, qui m'a écrit ça, mais je ne sais absolument pas exactement ce que ça recouvre, colonel. Michel va nous expliquer. C'est très chaud. Merci de me prendre pour un imbécile en plus, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ressemble beaucoup, par exemple, à l'emploi du napalm. Les armes incendiaires, c'est quand même très moyen en termes de droit international. Mais avec des moyens assez artisanaux. Oui, c'est-à-dire qu'ils réussissent à faire ça avec un moyen assez artisanal. Ah oui, bien sûr. Non, mais ils arrivent à faire, notamment par leur industrie des drones, ils arrivent à faire tout un tas de choses, tout un tas de projectiles. Ils remplacent une aviation qui est très faible, en tout cas, par une flotte de drones de tout type qui leur permet de frapper dans la profondeur, qui leur permet de faire des choses sur le champ de bataille, incontestablement.
voilà, ça, encore une fois, ce type d'arme, je ne suis pas sûr que ce soit forcément que les Russes utilisent. Attention. De l'autre côté, c'est utilisé. Oui, les Russes. Non, mais les Russes n'ont aucune limite en termes d'armement. Ils utilisent des armes thermobariques, ils utilisent du phosphore, ils utilisent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le drone Kalachnikov. Alors là, c'est encore une autre variante. Et là encore, c'est d'inventivité. C'est une très grande armée, l'armée ukrainienne. Il faut rappeler le budget dépenses de l'armée ukrainienne sont supérieurs aux dépenses de l'armée française. Donc on est une très grande armée. Mais il y a aussi des moyens très artisanaux. C'est ce AK-47, donc Kalachnikov, qui est monté sur un drone. Il est piloté depuis un bunker situé à plusieurs kilomètres de distance. Oui, alors les Israéliens aussi ont déjà conçu des modèles de drones tireurs, de certaine façon. C'est pas super précis, mais c'est quand même ça peut être très utile, effectivement. Mais pardon, c'est aussi artisanal que ça. Donc si je comprends bien, on prend un drone, on attache une Kalachnikov dessous et on le télécommande depuis un bunker à des kilomètres. Oui, voilà, oui. Mais pour avoir été sur le terrain en Ukraine plusieurs fois, on l'a dit à de très nombreuses reprises sur ce plateau, vraiment l'armée ukrainienne se démarque par justement sa capacité de débrouillardise. Elle compense, donc du coup, du côté politique, on a sans cesse des appels de la part de Volodymyr Zelensky, de la part de Boudanov, le chef des services secrets, des députés, etc., pour avoir davantage d'armes, pour que ces lignes rouges explosent, qu'elles n'ont pas encore fait, si je puis dire, puisque c'est pas encore tout à fait autorisé pour les Ukrainiens à frapper dans la profondeur de la Russie, alors qu'ils le voudraient. Je crois que récemment, le Boudanov, justement, le chef des services secrets ukrainiens, a dit qu'il était dommage de ne pas pouvoir frapper le Kremlin. Et donc, il compense ces soldats ukrainiens par cette inventivité absolument, je crois, étonnante. Je crois que Michel Goya, vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois. Vous avez rarement vu. Cette inventivité, elle risque d'être d'autant plus nécessaire qu'il y a des vraies interrogations sur les financements occidentaux du matériel militaire ukrainien. Il y a évidemment la grande inconnue de savoir qui sera le prochain président des États-Unis, puisque Trump a déjà dit qu'il n'était pas question de financer de la même façon que le fait Biden aujourd'hui l'effort de guerre ukrainien. Et puis, on parlait d'Olaf Scholz à l'instant, et Isabelle le rappelait tout à l'heure, la coalition au pouvoir en Allemagne a déjà fait le budget militaire d'aide à l'Ukraine pour les 3 prochaines années. Cette année, c'est 8 milliards. L'année prochaine, c'est 4 milliards. En 2026, c'est 3 milliards. Et si la guerre continue après, ça devient 500 millions. Donc, il y a de toute évidence une espèce d'attrition qui est un vrai sujet pour les militaires ukrainiens. Troisième arme, et là encore inventivité ukrainienne, c'est cette bombe planante de fabrication ukrainienne. Il faut rappeler que les Russes ont utilisé à Kharkiv notamment, pour frapper le supermarché de Kharkiv. Pendant que les drones captent toute l'attention, c'est sur le terrain que le sort de l'Ukraine pourrait réellement se jouer. Scott Ritter a suivi de près les frappes de missiles sur des bases aériennes comme Ivano-Frankivsk. Lors de l'une de ces attaques, l'Ukraine a perdu son premier pilote de F-16, un lieutenant-colonel. C'est un gros coup. Le F-16 devait être un atout décisif, le symbole du soutien militaire occidental. Aujourd'hui, cet espoir est ébranlé. La technologie des missiles russes prouve que même les avions les plus sophistiqués de l'Ukraine ne sont pas à l'abri. L'opération elle-même est intéressante. Sachant qu'ils étaient sous la surveillance constante des drones russes, les forces ukrainiennes ont fait décoller leur F-16 pour éviter qu'ils ne soient détruits au sol. Mais la Russie a été patiente, attendant que les avions finissent par devoir atterrir. C'est à ce moment-là qu'ils ont frappé avec un missile Kinzhal. Selon des sources, au moins 3 avions ont été pris par surprise, et l'un d'eux a été détruit. Comme toujours, il est difficile d'obtenir des confirmations fiables dans le brouillard de la guerre. Mais même la rumeur de la perte d'un F-16 représente un coup dur pour l'Ukraine. Le message de la Russie est clair. Neutraliser les capacités aériennes ukrainiennes avant qu'elles ne deviennent une véritable menace. La question désormais est de savoir si l'Ukraine pourra utiliser efficacement ces F-16 ou si la Russie les a déjà neutralisés avant même qu'ils aient eu l'occasion de faire leur effet. Face aux missiles russes avancés, posséder des avions de chasse à la pointe de la technologie n'est pas suffisant. Alors que l'Ukraine peine à maintenir le contrôle du ciel, la situation au sol se détériore rapidement. Hier a été une journée brutale pour l'Ukraine, probablement la pire depuis des mois, avec plus de 2500 soldats perdus en une seule journée. Prenons un moment pour réaliser l'ampleur de cette perte. Ce sont 2500 victimes en seulement 24 heures.
Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques. Ils représentent un coût critique pour l'ossature des forces ukrainiennes, laissant de vastes brèches dans leur défense. Les villes de Pouvi et Avdiivka sont désormais sous le contrôle des forces russes, marquant un revers majeur pour l'Ukraine. Ces villes ne sont pas simplement des localités, ce sont des forteresses stratégiques cruciales pour l'Ukraine. Leur perte signifie que la ligne de front ukrainienne a été reculée de manière significative, ouvrant la voie à de nouvelles avancées russes. Mais ce n'est pas seulement la perte de territoire qui est préoccupante, c'est la grandeur des pertes humaines. L'armée ukrainienne est saignée à blanc jour après jour en essayant de repousser l'assaut implacable de la Russie. L'Occident peut promettre d'envoyer plus d'armes, mais aucun système HIMARS ou Patriot ne peut compenser une perte aussi massive de personnel. Ce sont des soldats aguerris, dont beaucoup combattent depuis le début du conflit. Une telle expérience est irremplaçable malgré l'afflux de nouveaux matériels. L'Ukraine ne perd pas seulement du terrain, elle perd les forces même censées tenir la ligne contre la Russie. Ce n'est pas un incident isolé. Les pertes ukrainiennes s'accumulent sur plusieurs fronts, rendant de plus en plus incertaine la possibilité d'une contre-offensive réussie. L'Occident peut continuer à envoyer de l'aide, mais la réalité est que l'Ukraine est dans une position précaire que la rhétorique occidentale ne peut dissimuler. Des images de destruction à Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. On va faire le point sur cette guerre avec Jean-François Bélanger, notre envoyé spécial. Jean-François, vous êtes à Lviv, mais des images de destruction à Soumy comme ailleurs, vous en avez vu beaucoup. Les missiles balistiques, oui, Patrice, mais aussi les bombes planantes qui causent d'énormes dommages. C'est des bombes de 250, 500 kilos qui s'abattent sur un peu partout à travers l'Ukraine, mais surtout sur la ville de Soumy. Soumy, c'est dans le nord de l'Ukraine et c'est un petit peu la base arrière, en fait, base logistique, d'où est partie l'offensive ukrainienne en territoire russe, donc dans le territoire de Koursk. Et donc, ça en fait évidemment une cible prioritaire pour Moscou qui bombarde cette ville-là vraiment copieusement. Et puis aussi, on sent un petit peu qu'il y a un petit peu de vengeance aussi de la part des autorités russes. Et parmi les cibles, il y a des cibles potentiellement militaires, des endroits où des soldats se sont peut-être cachés, mais il y a aussi des missiles et des bombes planantes qui tombent sur des endroits un peu inusités. Par exemple, on a vu un centre de réhabilitation psychosociale pour des enfants. L'université d'État de Soumy a été dévastée aussi. Puis il y a certaines de ces bombes planantes-là qui tombent un petit peu au milieu de nulle part. On l'a vu, nous, par exemple, dans une banlieue nord de Soumy. Écoutez, ça a été rasé sur à peu près un diamètre de 100 mètres carrés. Bon, je le disais, Jean-François, les Ukrainiens doivent s'habituer, ils n'ont pas le choix à cette guerre, et d'autant que le front que l'on voit sur la carte ne bouge pas beaucoup. Les Russes ont fait quelques gains, mais ça reste que presque gelé. Ça reste difficile d'abord, évidemment, dans l'est du pays. Vous connaissez bien le Donbass, Patrice. Il y a eu une forte offensive des forces russes après, justement, l'incursion ukrainienne en territoire russe. Et ça s'est un petit peu stabilisé. Les Ukrainiens ont renvoyé des renforts là-bas et ont réussi à consolider un petit peu. Mais évidemment, Pokrovsk est une ville maintenant à peu près déserte que les Ukrainiens font tout pour essayer de conserver. Mais c'est très difficile face à un ennemi qui semble avoir des munitions illimitées, qui semble avoir aussi des ressources humaines illimitées. Difficile donc pour les Ukrainiens qui doivent faire attention parce que les munitions qu'ils ont sont rationnées. Ils n'ont pas beaucoup de monde aussi, pas beaucoup de soldats. Et puis aussi, ils sont limités dans l'utilisation des armes qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas utiliser les armes américaines, entre autres, pour aller frapper en territoire russe. Et ça leur pose problème parce qu'ils disent, écoutez, les avions russes qui viennent nous bombarder, et ils décollent du territoire russe et on ne peut même pas répliquer, on ne peut même pas les empêcher de nous frapper. Donc ça pose énormément de problèmes pour l'armée ukrainienne. Côté de Koursk, là, écoutez, on a un peu stabilisé, on ne fait plus de gains de territoire côté ukrainien. La Russie a envoyé beaucoup de renforts. On dit que 60 000 hommes supplémentaires ont été envoyés. Alors que la situation militaire de l'Ukraine se détériore, tournons notre attention vers une autre bataille, celle des tribunaux. Comme l'a souligné Scott Ritter, des interférences politiques sont en jeu. Et le cas de Pavel Durov en est un exemple. En France, Durov, le milliardaire russe et fondateur de Telegram, est impliqué dans une affaire judiciaire.
Bien qu'il soit sous caution, cela lui a coûté une somme considérable de 5 millions de dollars pour obtenir sa liberté, et il est toujours en résidence surveillée en France. La vraie question est, s'agit-il de justice, ou y a-t-il un enjeu plus profond? Tucker Carlson n'a pas mâché ses mots en suggérant que cette arrestation est plus une pression de l'administration Biden qu'une question de réelle culpabilité. Il est difficile d'imaginer que le président français Macron aurait agi ainsi sans une pression de Washington. Ce n'est pas simplement un cas juridique, c'est de la géopolitique en action. Durov, malgré sa richesse et son influence, est traité comme un pion dans un jeu beaucoup plus complet. Ce qui rend cela encore plus intriguant, c'est que Durov n'est pas un milliardaire russe comme les autres. Il est le créateur de Telegram, une plateforme qui a été une épine dans le pied des gouvernements occidentaux. Et maintenant, il en paie le prix. En comparaison, des géants de la technologie comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, qui semblent agir sans contrainte, montrent un schéma différent. L'Occident aime les boucs émissaires, et Durov est devenu la cible idéale. Cette obsession pour Durov coûte déjà cher à la France. En cherchant à le poursuivre, elle a perdu un contrat d'armement de 17 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis. Oui, la France devait vendre 80 jets Rafale aux Émirats, mais désormais, ce marché est annulé. Pourquoi? Parce que les Émirats sont le pays où Durov possède la citoyenneté et des actifs importants. La fixation de l'Occident sur les milliardaires russes est en train de se retourner contre eux. Il ne s'agit pas seulement de perdre de l'argent. Il s'agit de perdre de l'influence. Le contrat Rafale était une pierre angulaire de l'industrie de défense française. Et maintenant il est perdu. Tout cela à cause d'une vendetta politique. Cela montre jusqu'où l'Occident est prêt à aller, même si cela signifie sacrifier ses propres intérêts dans le processus. Mais soyons réalistes. Il ne s'agit pas de moralité. Il s'agit de contrôle. Et pour le moment, il est clair que ce contrôle glisse entre les doigts de l'Occident. Alors que la France perd sa prise sur le marché des armements des Émirats, nous assistons à un changement similaire dans le commerce mondial qui pourrait avoir des conséquences profondes pour l'Ukraine. Dans un mouvement surprenant, la Chine vient de mettre des bâtons dans les roues des efforts de guerre ukrainiens en annonçant des réductions dans ses exportations de composants critiques pour les drones. Et il ne s'agit pas de pièces mineures. Ce sont les technologies centrales qui alimentent les drones ukrainiens. Des caméras aux capteurs qui leur permettent d'opérer avec précision. Sans ces composants essentiels, l'avantage des drones de l'Ukraine pourrait rapidement disparaître. La décision de la Chine de réduire les exportations pourrait bouleverser l'équilibre dans la guerre des drones entre la Russie et l'Ukraine. Les drones ont été l'un des outils les plus efficaces de l'Ukraine dans ce conflit, leur permettant de frapper les cibles russes avec une précision remarquable. Mais si ces composants critiques venaient à manquer, l'Ukraine pourrait se retrouver en difficulté pour trouver des sources alternatives, et les options disponibles sont limitées. Cette décision de la Chine soulève des questions sérieuses. Pékin cède-t-il à la pression de Moscou, ou s'agit-il d'un jeu stratégique plus large visant à limiter l'influence occidentale en Ukraine? Quoi qu'il en soit, cela rappelle de manière flagrante que la guerre en Ukraine concerne autant le commerce mondial et la diplomatie que la force militaire. Sans le soutien de la Chine, la capacité de l'Ukraine à maintenir son avance technologique sur le champ de bataille est désormais gravement menacée. En conclusion des événements d'aujourd'hui, une chose devient de plus en plus claire. Comme Scott Ritter pourrait le dire, les dernières 24 heures ont révélé à quel point ce conflit est complexe et interconnecté. L'Ukraine perd du terrain, non seulement dans les airs, mais aussi sur le champ de bataille, subissant des pertes importantes et des revers stratégiques. Pendant ce temps, les frappes de missiles russes continuent de dévaster des cibles cruciales, et les nations occidentales semblent plus préoccupées par des vendettas politiques que par l'offre d'une aide significative. Que ce soit les ennuis juridiques de Pavel Durov ou les réductions d'exportation de la Chine, l'Occident perd son emprise sur le récit. Et au final, c'est l'Ukraine qui en paie le prix. Restez attentifs, cette histoire est loin d'être terminée. Le prochain chapitre du conflit Ukraine-Russie est déjà en train de s'écrire, et nous le suivrons de près.